Salut les chroniqueurs, petite intro qui était pas vraiment prévue à la base parce que je dois vous informer d'un truc. Je suis actuellement au montage comme vous pouvez le voir, mais j'avais cette grosse problématique en tête, est-ce que je laisse ça dans l'émission histoire d'en parler ou est-ce que je fais une nouvelle série à part que j'appelle les chroniques écolières pour ce type d'épisode? Je me suis dit que j'allais quand même laisser ça dans l'histoire d'en parler finalement, mais du coup voilà, juste pour vous dire qu'il y aura plusieurs épisodes histoire d'en parler sur ce sujet, mais que j'entrecouperai à chaque fois ça à d'autres épisodes pour changer un petit peu. Enfin bref, je change absolument pas le contenu de l'épisode, mais en attendant je vous laisse avec une petite série de questions que vous devriez vous poser. Pas pour remettre ces plans d'éducation en cause, mais juste déjà pour y réfléchir. Mais bon, je laisse mon moi du passé faire le taf à ma place et vous expliquer tout ça. Sur ce, bonne vidéo. Première question, pourquoi avons-nous des devoirs? Pourquoi est-ce qu'on change de salle de cours à chaque fois? Pourquoi on vous voit les professeurs? D'ailleurs, plus généralement, pourquoi on en a peur à ce point? Même à l'extérieur. Pourquoi les classes ne possèdent pas leur propre classe? Pourquoi ces lieux ne pourraient pas appartenir aux élèves? Pourquoi une salle de cours d'ailleurs c'est des rangées de tables et de chaises alignées vers le tableau? Poussons le délire jusqu'au bout. Pourquoi il y a un tableau noir devant? Pourquoi ça? Non, sans déconner. Pourquoi on lève le doigt pour prendre la parole? Mais pourquoi les notes? Alors, moi je m'en plains pas perso, mais pourquoi elles sont là? Pourquoi n'y a-t-il que si peu de travaux de groupe? Bordel! Pourquoi on a des matières distinctes? C'est pas un peu con tout ça? Pourquoi est-ce que certains redoublent et pourquoi des gens comme moi on a pu sauter une classe? Expliquez-moi! Attention, si je suis très critique à l'égard du système français, je ne remets absolument pas tout en cause. Mais je vous invite justement à réfléchir à cette question. Pourquoi c'est comme ça? D'abord pour remettre en cause certains points, mais aussi et surtout pour comprendre que d'autres doivent absolument être conservés. Et pour que l'on ait des pistes de réflexion par après, je vous propose dans ce premier épisode de parler de l'histoire de l'éducation française. Car oui, on reste avant tout une chaîne d'histoire, je vous rappelle. Sur ce les chroniqueurs, c'est parti. Lever pour faire une addition au tableau, c'est nouveau. Face aux élèves, plus de tableaux d'ardoise. À la place, un tableau numérique interactif. Vous avez le droit à un joker. Deuxième oubli de tenue. Deuxième oubli, punition, plus un mot dans le carnet. Troisième oubli, 1 heure de colle. Je pense qu'il y a un stress. On ne se débarrasse pas de ce stress, même si on a beaucoup d'années d'expérience. En France, on fait partir l'histoire de notre éducation à partir de 1880. La période passée n'étant vue que comme une espèce d'âge sombre. Mais moi j'ai envie de vous parler d'une histoire incontournable qui date de bien avant Jules Ferry durant la période de la Révolution française. L'école maternelle. Jean-Frédéric Oberlin, pasteur de la fin du XVIIIe siècle, est ni plus ni moins l'inventeur d'une classe pour les enfants, pour les tout petits enfants. Habitant dans la région du Val-d'Erzbach en Alsace, Oberlin va chercher à financer énormément d'écoles car il cherche à enseigner au plus grand nombre possible. Et là, il a une idée de génie. Il va former des femmes qu'il va appeler conductrices de la jeune enfance pour pouvoir s'occuper des enfants du village, afin de permettre aux femmes de gagner du temps libre. C'est une révolution. L'école maternelle va tout simplement permettre à beaucoup de femmes de gagner du temps libre et d'énormément réduire la mortalité infantile. En effet, des femmes sont formées pour apprendre à ces bambins à pouvoir tricoter, mais aussi faire de la farine avec des glands en cas de grande famine, et même à reconnaître les bons des mauvais champignons à manger. Alors ça paraît complètement con, mais c'est les petits détails qui à l'époque décidaient si un enfant allait survivre ou pas. Je serais surpris de voir combien de personnes savaient d'où venait l'école maternelle avant que je vous dise ça. Car dans notre système laïque, on ne mettra jamais en avant ce que les religions ont pu apporter à la France. On pourrait encore parler de l'invention du crayon à papier ou encore du tableau noir, deux inventions qui auraient été vachement utiles à l'époque et qui sont toutes les deux françaises et alsaciennes. Mais notre but c'est de nous concentrer sur l'histoire contemporaine de notre éducation qui commence en 1871. Non, pas 1881, non, 1871. Alors pourquoi cette date? C'est très simple, cette date marque tout simplement la fin de la guerre avec la Prusse. La coalition prussienne a fait s'effondrer le régime de Napoléon III et la France comprend qu'elle a un sérieux retard à rattraper. La puissance prussienne, avec la défaite humiliante de Sedan, auront montré que la France avait un énorme retard industriel, économique et militaire. Et à peine reconverti à la République, le pays fait face à d'énormes problèmes. Premièrement, il faut industrialiser le pays. La France a pris un énorme retard dans la révolution industrielle et de plus, une grande partie de sa population reste paysanne. Deuxièmement, il faut que le régime républicain s'impose dans le paysage politique pour éviter un énième Napoléon qui retourne au pouvoir ou un retour de la royauté qui, pour ajouter aux problèmes déjà existants, finirait d'enterrer la France au fond des puissances moyennes. Et enfin, troisièmement, il faut former des soldats. C'est ainsi que le député Jules Ferry, entre 1881 et 1882, va faire voter une série de lois qui rend l'école gratuite, laïque et obligatoire. Cette loi est moins révolutionnaire qu'on pourrait le penser, car en 1881, déjà 2/3 des enfants avaient accès à une école gratuite. C'est en réalité depuis le milieu du 19e siècle que l'instruction est encouragée,
Par exemple, l'obligation de construire des écoles pour filles dans les communes de plus de 500 habitants. Mais la grande révolution, c'est que l'on passe à un cadre plus large. C'est une organisation, des lois, une structure nationale qui se met en place. L'éducation va devenir la clé de voûte de ce nouveau régime. Et encore aujourd'hui, je vous rappelle que l'éducation, c'est le premier domaine dans lequel parlent des finances de l'État. Déjà, cette école va fortement consolider la France. Par exemple, une des mesures qui est mise en place, c'est que les professeurs sont obligés de faire leurs cours en français. Ils n'ont plus le droit de parler dans une langue régionale. La population va se souder autour de valeurs communes qui sont transmises à l'école. L'histoire, évidemment, est vue de manière à unifier le pays. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on parle que du dernier siècle où la France était complètement unifiée ou presque. Et bon, les mauvais passages, on les traite, mais bon, vite fait. Comme un truc qu'on n'aime pas trop avouer. Ensuite, l'éducation a permis à l'énorme majorité de la population d'apprendre à lire, à compter, enfin bref, d'avoir un enseignement primaire. Cela permet à l'industrie de pouvoir embaucher des ouvriers qui ont une formation élémentaire qui est utile dans tous les domaines et qui surtout ont été conformés au travail naissant. En effet, rester assis de nombreuses heures sur sa chaise, ce qui n'est pas du tout naturel quand on y réfléchit, va conformer les Français au travail. Conformer les Français à l'autorité. Parce que l'éducation n'a aucune raison d'être une série de chaises et de tables en direction du tableau. Vous allez me prendre pour un fou, mais il y a énormément de pays qui sont du même avis que moi. Enfin, pour finir, abordons l'aspect militaire de l'école. Le port de l'uniforme, des rangs de chaises et de tables, le respect accordé à l'autorité, le respect surtout que le professeur impose en donnant le droit à la parole, et surtout qui est le seul à pouvoir transmettre la connaissance. L'apprentissage des valeurs, la soumission à l'autorité, la glorification de la France. Tout porte à montrer que l'école est une institution très militaire dans sa forme, avec des soldats et des ouvriers. Les professeurs, justement, parlons-en, appelés les hussards noirs de la République à l'époque. Un hussard, à la base, c'est un cavalier d'élite. Vous imaginez le prestige accordé à ces professeurs? Je vous rappelle que la grande majorité sont issus des rangs du peuple, de classes sociales très pauvres, et ils se retrouvent catapultés à des postes qui sont bien payés, très bien vus par la société et avec de grandes responsabilités. Ces fonctionnaires sont donc de fervents défenseurs de la République, et c'est tout à fait normal. La mise en place de cette éducation aura permis au pays d'avoir une énorme mobilité sociale. Mais le côté négatif, c'est que du coup on est très formaté pour l'industrie et pour l'armée. Pour la gloire de la France et pour notre gloire à nous, il faut que l'on soit de bons petits soldats et de bons petits ouvriers pour pouvoir défendre le pays. Mais au final, le pari est tenu. Parce que putain, ça marche! En 1918, après 4 ans de guerre, la France fête une de ses victoires les plus incroyables et inespérées de son histoire. Peut-être la victoire la plus chèrement acquise. Je vous rappelle qu'à peine un demi-siècle avant, les Prussiens nous avaient poutré la gueule et que eux aussi s'étaient plutôt bien développés depuis. La France va pouvoir récupérer l'Alsace et la Moselle, elle va pouvoir extorquer l'Allemagne, enfin bref, elle se met vraiment bien grâce à ça. Car l'industrialisation et la reconstruction de son armée ont permis à la France de l'emporter. Et je vous rappelle que ça, c'est fortement dû à l'éducation nationale. Sans déconner, il y a juste à voir la tête que faisaient ces jeunes qui partaient sur le front, pour comprendre à quel point on a été conformé à cette idée de vouloir se battre héroïquement. On ne change donc pas une institution qui marche, et l'école ne va donc pas forcément bouger jusqu'en mai 68. En effet, malgré la défaite de 1940, l'instauration du régime de Vichy, de la 4ème puis de la 5ème République, l'école au final, elle a gardé son rôle. Le rôle qu'elle a toujours eu, celui de former les militaires et les ouvriers de demain. Certes, il y a eu des changements, mais qui restent malgré tout leader et qui ne méritent pas vraiment la peine d'être développés. À part pour le décret Léon Bérard, qui permet aux filles de pouvoir s'inscrire au baccalauréat et de le passer dans les mêmes conditions que les garçons. Un pas important dans l'égalité homme-femme. Sauf que le monde, il évolue. Et surtout à partir des 30 glorieuses. Le secteur tertiaire va prendre une place très importante, aux dépens de l'industrie et surtout du secteur primaire. On a alors besoin de moins d'ouvriers, mais de beaucoup plus de cadres, d'employés. De plus, c'est la fin de la décolonisation. On a besoin de moins de soldats, tout simplement parce qu'on a moins de théâtres d'opération, et donc forcément, l'armée va être beaucoup plus réduite et agir de manière beaucoup plus sporadique. La diminution du nombre d'ouvriers et d'agriculteurs qui sont obligés de se reconvertir va faire démarrer un énorme conflit. Et c'est ça le point de départ de mai 68. Des locaux complètement surchargés par des étudiants en surnombre, des locaux qui sont complètement pourris d'ailleurs, une aide de l'État qui est beaucoup trop faible. Et les jeunes, en plus d'être très nombreux, finissent par avoir des valeurs très opposées à celles de leurs aïeux. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de tensions qui apparaissent. Car l'école a un énorme problème en France qui l'aura tout le temps pourri. Elle ne sait pas se réformer. Et la crise de mai 68 va pousser les changements à se faire enfin. L'université se réforme, elle gagne en autonomie sur l'État. La mixité va s'imposer et à partir de 1975, avec la loi Abi, c'est le collège unique qui est instauré. Et depuis, est-ce que ça bouge beaucoup ? Pas vraiment. Alors certes, le nombre d'élèves qui obtiennent le brevet et le bac augmente. On commence à s'adapter aux nouvelles technologies, on installe des PC, des projos et on commence à parler des tablettes. Mais si la forme évolue doucement avec l'instauration des bacs pro et technologiques en 1985 et la réforme un peu légère des bacs généraux en 1995, il se passe pas grand chose sur le fond. Aujourd'hui, l'école et le débat qui est fait dessus traversent une énorme crise. Nos politiciens disent faire beaucoup pour changer l'école. Il faut revoir les programmes, il faut pas travailler le mercredi, il faut travailler le samedi, il faut pas travailler l'après-midi, il faut avoir moins de vacances, plus de vacances. Je vous le dis franchement,
Ça, on s'en bat les couilles. Nos débats sont putain de stériles, hein. On se concentre sur l'organisation, le financement ou sur la méthode d'apprentissage comme si un jour on allait trouver le Saint Graal. Qu'on se mette au clair, la méthode pour apprendre n'existe pas. Elle est différente pour chaque individu, c'est complètement débile de penser qu'une seule pourra contenter tout le monde. L'école aujourd'hui, entendez-moi bien, n'est plus du tout en phase avec notre temps. Mise en place avant la Première Guerre mondiale, elle avait pour but de former des soldats, des ouvriers et de souder les Français. Et dans notre contexte actuel, elle n'apparaît que comme une espèce de dictature pour les enfants qui sont obligés d'y aller et de bien souffrir pour qu'on leur entasse des connaissances dans le crâne. Déjà, encore aujourd'hui, on doit se comporter comme à l'armée. Alors certes, ça s'est quand même vachement adouci, vous allez me dire, on n'a plus d'uniforme, les professeurs sont quand même moins stricts, c'est vrai. La figure de celui qui transmet le savoir en France, c'est devenu celle de quelqu'un de dangereux. C'est pour ça que ma chaîne et les autres chaînes se développent, c'est pour que l'on puisse transmettre la connaissance sans passer pour des monstres. Je prends mon exemple perso dès que je quitte cette caméra. J'ai 17 ans et j'aide des collégiens dans leurs devoirs. Ils me vouvoient comme si j'étais leur prof et ils ont tout le temps peur que je les engueule. Je vous assure que c'est quand même très gênant. Et puis honnêtement, je fais pas très peur dans la vraie vie, je vous assure. Aujourd'hui, notre système éducatif n'est plus efficace qu'à deux choses. À savoir conformer les élèves à l'autorité et les souder autour de valeurs communes. Tu écoutes ton prof comme tu écouteras ton patron. Tu ne discutes pas. Tu exécutes. On martelait avant que la République c'était le meilleur régime, le plus beau, le plus fort, le plus fidèle, tout ce que tu veux, et qu'il fallait absolument s'y fier. Alors certes, c'est encore le cas aujourd'hui, mais on l'a remplacé par ça. Écoute-moi bien petit. Le bac, c'est ton objectif ultime. C'est la seule chose à laquelle tu dois penser en tant qu'enfant. Alors peut-être qu'à l'école tu t'ennuies, peut-être que tu ne comprends pas ce que tu fais là, peut-être que tu en as marre d'être obligé d'y aller, voire que tu penses que l'école est inutile. Soit tu te conformes à ce modèle qu'on t'impose, soit tu ne pourras jamais t'intégrer dans la société. Fais ton choix. Elle favorise l'individualisme avec le travail personnel et les notes, ce qui est complètement déphasé avec notre temps. Aujourd'hui, c'est plus les Einstein qui font des découvertes, c'est des groupes de scientifiques qui font un travail commun. Si on s'oppose à une école dure, une école qui nous impose l'individualisme, les notes, les devoirs, le fait de ne devoir que prendre son cours bêtement comme un con, eh ben on passe pour un flemmard tout simplement. Un inconscient des vrais problèmes qui au final favoriserait une école qui rendrait la jeunesse de demain complètement débile. Comme si elle ne l'était pas assez avec les résultats de merde que l'on a au concours PISA. Mais quand on voit comment l'école s'est construite, comment elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, ben on comprend au final qu'elle n'est pas du tout impossible à changer. Mais d'ailleurs petite question. Pour vous, l'école, ça sert à quoi? En France, on a dû attendre la loi Jospin de 1989 pour que l'élève soit placé au centre du système éducatif. Mais on plaçait quoi avant alors? Et pourquoi l'école devrait être une corvée? Parce qu'elle est à l'image du monde dans lequel on vit. En France, elle favorise la concurrence entre les élèves, la soumission à l'autorité, la performance. Mais ce modèle est-il le seul possible? Ben non, sûrement. Mais comment faire autrement alors? Eh bien pour ça, il faut voyager. Et pour ça, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, où l'on traitera des régimes éducatifs à travers le monde. On verra ce que ces systèmes éducatifs peuvent nous apporter à nous en France, et on verra ce que nous, on peut leur apporter. D'ailleurs, j'invite tout le monde, que ce soit des élèves, des professeurs qui viendraient d'autres pays, ou dans un régime éducatif en France qui soit un peu différent, à me contacter sur Facebook. Car je peux vous assurer que pour le prochain épisode, je vais avoir besoin de vos témoignages écrits, audio et filmés. Et franchement, cette fois-ci, n'hésitez vraiment pas à participer. Car le but de cette série de vidéos, c'est pas d'enterrer le régime éducatif français, mais c'est de le perfectionner. Et d'autant qu'on voit le mal partout, alors que l'éducation sait faire de très belles choses en France. Mais avant tout, n'oubliez pas que tout le monde est concerné par cette question. Car la majorité des gens qui me regardent sont soit étudiants, soit élèves, soit professeurs. Et même, vous avez bien des neveux, des nièces, des enfants qui seront dans ce système éducatif de demain. Si l'éducation est la cause du changement, alors soignez la cause de son changement. Vous pouvez me citer. Mais en attendant, c'est la fin de l'épisode et n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo à votre entourage. Car l'éducation, c'est peut-être le point le plus important de notre société. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Mais surtout, si vous voulez avoir toutes les notifications, appuyez sur cette petite cloche, c'est très important. N'hésitez pas à donner vos témoignages, à débattre de ce sujet dans les commentaires. Pour être informé de toute l'actualité de la chaîne, vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook qui est juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à laisser un petit like. Enfin, pour améliorer la qualité de nos épisodes, n'hésitez pas à faire un petit don sur Tipeee si vous en avez l'envie et les moyens. Cela nous permettra d'avoir toujours un meilleur matos et de vous proposer toujours un meilleur contenu. Allez, à la prochaine les chroniqueurs. Histoire par passion et YouTube pour métier. A bientôt pour de prochaines chroniques historiques.